Ce qui frappe d'abord à la comparaison du De Veritate de Sherbury avec les écrits de Locke, c'est la parenté superficielle d'intention et la divergence fondamentale de méthode. Locke prend comme contre-exemple typique le livre de Sherbury qu'on lui avait signalé au moment où il a rédigé l'essai. Sherbury donnait la liste des principes moraux innés, ce qu'aucun innéiste n'avait encore selon lui été capable de faire. Si Locke conserve dans les éditions ultérieures cette critique, c'est qu'il a suffisamment de points communs avec Sherbury pour chercher à marquer les différences. La finalité est la même. Comme beaucoup d'auteurs de l'époque, Sherbury fait précéder sa réflexion sur la religion naturelle et la morale par une critique de la connaissance. Le De Veritate est suivi d'opuscules qui exploitent les 5 principes évidents énoncés à la fin de l'œuvre. L'ouvrage se donne pour tâche de réduire aussi bien le scepticisme absolu que le dogmatisme concernant les fondements. Scepticisme provoqué par la multiplicité des opinions, par le dogmatisme de la foi qui prétend lui-même écarter le scepticisme grâce à l'adhésion aveugle. Aux yeux de Sherbury, l'appel à la raison plutôt qu'à la foi, la détermination des provinces de l'entendement doivent soumettre la subjectivité à l'universel, ce pourquoi Sherbury passe pour le premier des déistes. Sur ce point, comme sur la volonté de fonder la religion naturelle par une réflexion épistémologique, Sherbury a précédé Locke. Mais ce qui fonde la connaissance est à l'opposé des conceptions de Locke. Pour Sherbury, le discours, discursus deductio ratiocinatio, est la forme même de la particularité parce qu'il est artificiel. Comme tous les actes humains, il dépend des conditions, de l'expérience disponible et de sa contingence. Il ne peut aucunement prétendre à l'universalité, à la certitude, à la nécessité qui caractérise le vrai. Le discours est le type même de la capacité individuelle, subjective, soumise aux passions plutôt qu'au vrai, incapable de déterminer elle-même sa province. Alors que les autres êtres vivants possèdent par nature un instinct qui les mène au vrai, l'homme qui introduit l'artifice du discours succombe à l'indécision et à la contingence. Il hésite, se soumet à des religions arbitraires, à des philosophies diverses, toutes fruits de l'artifice humain. Il s'asservit à lui-même sous couvert de confiance au phénomène. Le monde physique ne nous apparaît que du point de vue de l'accident, la couleur par exemple, et l'on risque de définir l'essence à partir de l'accident. On songe évidemment à l'essence nominale de Locke, par d'autre côté on songe aux idoles baconiennes. La scolastique est le type même de cette déviation. Pour elle, rien n'est dans l'entendement qui ne soit d'abord dans les sens. Et partant de ce principe, elle ne parvient pas à remonter des phénomènes aux vérités éternelles. Les spéculations théologiques infinies, la confiance aveugle accordée au syllogisme, les dogmatismes intolérants découlent de cette incertitude. Le péché n'est donc pas le fait de mauvaises tendances naturelles, mais de l'artifice humain du discours qui détruit l'œuvre divine naturelle et refuse la clarté des principes. Plutôt que de construire artificiellement la vérité, il faut la recevoir immédiatement et passivement. Le vrai existe par soi. Il ne s'agit aucunement d'une relation instaurée par l'homme, mais d'une substance indépendante de lui. Le vrai est manifeste et se révèle de lui-même. Il est universel et s'étend partout. Co-éternel aux choses, il est sous la source de validité de toute sensation et de toute activité de l'entendement. Il se réalise sous des formes variées dans les législations, les religions diverses, et celles-ci ne peuvent donc être comprises que par la mise en évidence de leur participation au vrai en soi. Ou plus exactement, c'est en rentrant en soi que l'on découvrira la summa veritatis norma, car c'est d'abord dans la pensée que se réalise l'universel. La capacité humaine qui reçoit le vrai, ou plutôt qui est conformée à lui, puisque le vrai est source de toute activité, c'est l'instinct naturel, ou comme il dira plus tard, la droite raison par qui les vérités éternelles ne sont pas déduites, mais extraites du réel. Dans les Essays on the Law of Nature, Locke utilise avec toute la tradition de parallèle de l'instinct, le parallèle de l'instinct animal et de la raison humaine. Pourtant, il refuse de pousser l'analogie aussi loin que Sherbury ou les platoniciens. Il refuse de faire de la raison une intuition instinctive et immédiate de proposition qui puisse servir d'axiome d'un système. L'expression droite raison est critiquée à la suite de Boyle dès les Essays on the Law of Nature, avant que cette critique ne soit organisée dans divers passages de l'essai ou dans les notes prises pour réfuter Malebranche. La différence ténue mais fondamentale entre Locke et ceux qu'il critique porte sur ce point, intuition des principes ou intuition du rapport entre idées. Aux yeux de Sherbury, le vrai se communique à l'homme sous forme de notions communes qui revêtent les 6 marques du vrai en soi: priorité,
Par priorité, il faut entendre le fait que c'est grâce à elle que notre esprit, comme inspiré, rempli par le ciel, discerne les objets se déplaçant dans notre théâtre. Si bien qu'il n'y a aucune connaissance possible sans ces principes sacrés, et ceux-ci ne peuvent être tirés de l'expérience dont ils sont la condition. Priorité, indépendance, universalité. L'illogisme fréquent chez Sharbury se manifeste spécialement ici. L'universalité est présentée à la fois comme critère et comme conséquence, conséquence de la priorité. Les notions communes sont perçues par l'instinct naturel de façon partout identique. Et inversement, l'universalité sert à discerner ce qui est notion commune, et donc à discerner en un acte qui n'est nullement prioritaire, mais discursif. Dans les affirmations religieuses, ce qui appartient à la seule religion véritable, la religion universelle. Il est inutile de souligner parenté et différence avec Locke, sauf peut-être la plus importante pour la dernière philosophie de Locke, la raison comme capacité de discerner dans le réel ce qui est naturel. Universalité, certitude, nécessité et mode spécifique d'appréhension. Ces notions sont éveillées en nous par les objets ou par toute chose, parole ou signe adéquate. Elles y sont cachées avant que ne soient dépliées, explique Antour. L'expérience les révèle mais ne les produit pas. Elles servent au contraire de conditions de possibilité de l'expérience. C'est pourquoi les déficients mentaux, les enfants, ne peuvent les découvrir. Argument dont Locke ne tient pas compte. Témoignage encore de ce qui ne critique pas un auteur spécifique, mais se sert d'auteur pour dénoncer une attitude non philosophique. Et les esprits partisans les trouvent tronqués. De même, les cultures diverses peuvent diversement les habiller, l'homme devra les dégager de cette couverture qui les masque. Néanmoins, l'immédiateté les distinguera toujours de ce qui est le fruit immédiat de la déduction. Enfin, ces notions communes sont de deux ordres, soit mathématiques, de là vient la certitude exemplaire de cette discipline, soit sapientielle, et de là viennent la paix et l'ordre moral. Pour Sharbury, donc, les notions communes ne sont pas des concepts comme peuvent l'être les idées innées cartésiennes, mais bien des affirmations qui servent de fondement cognitif aussi bien que pratique. Les notions communes sont les principes contre lesquels il n'est pas permis de disputer. Une phrase de Locke reprendra presque littéralement pour critiquer le dogmatisme qu'elle autorise. 4. Reason et understanding. Certes, il n'est pas fait mention dans le texte de Sharbury d'idées ou de principes innés. Certes, la critique de Locke dépasse souvent la lettre de l'exposé de Sharbury, mais l'essentiel, à savoir cette capacité de saisir des principes déjà constitués, est bien dans le texte de Sharbury. À lire de telles affirmations, les critiques portées par Locke contre l'innéisme prennent chair et elles vont nous permettre de déterminer le sens que Locke donne aux termes de raison et d'entendement. Il n'y a pas en l'homme d'instinct naturel, au moins dans le domaine cognitif, ni de droite raison qui subirait passivement la marque des vérités éternelles. Si tout doit être inscrit en une capacité cognitive que Dieu a mise en nous, ce n'est pas en une raison contemplative, forme de raison qui ne peut exister. La raison, ou ce que beaucoup appellent droite raison, intuition assurée des vérités premières, ce dont les sectes disputent entre elles si violemment et que chacune revendique pour sa propre opinion, camoufle un sentiment ou un enthousiasme individuel. Il y a bien en l'homme une capacité réceptive, passive, mais c'est l'entendement, understanding, individuel et faillible. Entendement est un quasi-synonyme de mind, terme qui est souvent utilisé à sa place. Il est une capacité de percevoir. Dans Malebranche de la recherche de la vérité, j'appelle cette faculté ou cette capacité qu'a l'âme de recevoir toutes ces choses entendement, d'où il faut conclure que c'est l'entendement qui aperçoit ou qui connaît, puisqu'il n'y a que lui qui reçoive les idées des objets, car c'est une même chose à l'âme d'apercevoir l'idée qui la représente. On comprend que Locke ait pu trouver en Malebranche une analyse qui le prévenait contre la droite raison, même si Locke ne distingue pas comme Malebranche idées et sentiments avec toutes les conséquences qui en découlent, et qui associe sensation et compréhension au point que leur distinction est parfois de pur principe. Il est passif et reçoit les impressions sensibles isolées comme la chambre obscure des opticiens recevait des jets de lumière isolés. Rien de commun en ceci avec la droite raison. En outre, contrairement à la droite raison qui était la capacité du vrai, c'est-à-dire une capacité intuitive dont l'objet est une proposition, l'entendement a pour objet premier le particulier, le visible qu'est l'idée, la relation unique entre deux idées ou la signification du signe.
Parler ainsi, c'est évidemment prendre le contre-pied des thèses de Sherbury qui voyait dans cette particularité la porte ouverte à tous les défauts. Désaccord, scepticisme, affectation, illusion règnent dans l'humanité lorsque la raison universelle n'accueille pas elle-même en première instance les données extérieures. Premier désaccord donc entre Sherbury et Locke est fondamental. L'objet perçu est en chaque cas très différent. Proposition, vérité ou relation éternelle entre vérité pour Sherbury. Idée individuelle ou relation présente entre idées pour Locke. Ce désaccord cependant s'appuie sur un accord de vocabulaire. Reason désigne tous les deux auteurs comme pour tout locuteur de langue anglaise une capacité universellement, au moins de façon potentielle, valable de mise en relation, alors qu'understanding désigne une capacité de saisie appartenant à un homme donné, capacité individuelle ou par définition identique en chaque homme. Les divergences portent sur le rapport entre les deux capacités. L'entendement est-il condamné à son individualité ou est-il au contraire ouvert à l'universel de la raison ? Locke se sépare de Sherbury quand il met en relation les deux facultés. Sherbury les oppose. L'entendement est faillible parce qu'individuel est soumis à l'opinion. Son seul guide est la raison qui dépasse la particularité des opinions sans être pour autant droite raison. Mais l'entendement, aux yeux de Locke, n'est pas seulement une faculté passive. Il ne fait pas que recevoir comme la droite raison. Il est surtout actif. Après avoir parlé de l'idée simple pour laquelle l'entendement est passif, Locke traite de l'idée complexe pour laquelle l'entendement est essentiellement actif. La seconde différence entre la droite raison néo-stoïcienne et l'entendement empiriste réside en effet en ce que seule cette dernière capacité est à la fois passive et active. D'une part, entendement est pour Locke le correspondant immédiat du latin scolastique intellectus, terme qu'il utilise dans ses brouillons et qui désignait aussi bien la capacité d'abstraire que la capacité d'être impressionné par le vrai. D'autre part, il faut garder à l'esprit que le terme anglais est un gérondif qui conserve son sens actif, sens perdu par le français qui y voit essentiellement une faculté, erreur déjà commise par la scolastique, dit Locke. L'entendement est pour Locke une activité. Les idées seront distinguées, abstraites, agrégées, mémorisées. Par lui, sans lui, le divers des sensations demeurait sans ordre. Ce que Locke résume d'ailleurs en identifiant understanding, non plus cette fois à perception, mais à thinking. L'entendement est une activité de tout l'esprit mind, au point que l'entendement subsume l'activité de raisonnement, ratiocinatio. Ainsi, la raison, parce qu'elle est l'activité de calcul, selon le sens du terme remis en honneur par Hobbes, dépend de l'entendement, autant que l'entendement dépend de la raison qui la guide. L'entendement qui raisonne devient raison et rejoint par là ce qui est universellement vrai. L'élément central du raisonnement, ce qu'il dénomme ailleurs intuition, la saisie du rapport d'agrément entre deux idées est le propre de l'entendement. La raison n'est donc pas une faculté spécifique, nous, perception des vérités éternelles. Elle est la forme supérieure de l'exercice de l'entendement qui perçoit mais aussi construit les relations. Ambiguïté de la capacité qui permet de résoudre le problème de la connaissance. L'entendement est à la fois actif et passif, individuel et capable d'universalité. Sa passivité même authentifie le donné atomique et les idées simples reçues par chacun. Sa plus haute activité, l'intuition, authentifie l'association du donné atomique en proposition, en connaissance véridique, valable pour tous. Il est intéressant de noter le parallèle partiel avec les définitions de Malebranche. Avant Locke, Malebranche amalgame l'entendement et la raison. Une simple perception, un jugement et un raisonnement sont trois actes du même entendement. Le raisonnement est à ses yeux une situation où l'entendement ne fait donc qu'apercevoir les rapports qui sont entre les idées, lesquels rapports, quand ils sont clairs, s'expriment eux-mêmes par des idées claires. Mais cette dernière citation laisse entrevoir la divergence qui s'introduit simultanément. L'entendement pour Malebranche n'est que passivité et corrélativement le raisonnement ne fait que subir la force de l'évidence qui s'impose et se transcrit elle-même en forme d'idées claires, ce que Locke, ici dans son opposition à Sherbury, comme plus tard dans sa lecture critique de Malebranche, refuse vigoureusement. L'idée malebranchiste est transcendante et s'impose à l'entendement et au raisonnement, alors que l'idée lockienne est immanente, se construit autant qu'elle s'impose. La raison de Malebranche est comme celle de Sherbury, vision immédiate, alors que l'entendement de Locke est activité participant à la constitution de la relation entre idées. La conception lockienne de l'entendement et du raisonnement est moins simple que celle de Malebranche, parce que Locke tente la difficile composition de la passivité nécessaire à la vérité et de l'activité de l'entendement nécessaire au mérite et à l'examen.
De même, sa conception de l'idée est complexe car elle additionne les caractères de l'image produite par la chose et de l'acte de pensée produisant la relation elle-même idée. Il est vrai que la question n'est pas neuve et que l'intentionnalité même pensée en contexte cartésien par la distinction de la réalité formelle et de la réalité objective de l'idée n'a jamais reçu de solution simple. Locke veut se sortir de la difficulté en écartant les questions physiques de production de l'idée. Il retrouve la difficulté dans la détermination du rapport entre activité et passivité de l'entendement. Mais cette tension a chez lui un double avantage. Elle lui permet de conjuguer la soumission au réel de l'empiriste et la constitution de l'objet du rationaliste. Ceci éclaire la divergence fondamentale entre Shrewsbury et Locke, qui réside dans la capacité humaine source du vrai. Pour Locke, la raison ne peut être intuition passive du vrai en soi, ni même des propositions vraies complètes. Une vérité, c'est une proposition et aucune proposition n'est donnée dans l'intuition avant les idées dont elle est composée. Cette différence dans la détermination des facultés aptes à connaître le vrai implique une différence d'objet. Le vrai n'a pas la même définition. Pour Locke, le vrai ne peut être une entité préexistante donnée à une intuition. On ne peut parler que de propositions vraies construites. Cette définition différente du vrai explique la critique contre les différentes notes des principes moraux innés de Shrewsbury. Tels qu'ils sont présentés, ils sont totalement vides, trifling, et leur origine supposée dans une intuition pure et a priori l'explique. Faute d'être issus de l'expérience, ils n'ordonnent rien de précis. Si on veut des principes moraux efficaces, ils doivent être déduits à partir de l'expérience, mais ils perdent du fait même leur indépendance, leur caractère a priori est premier. La priorité et l'indépendance des principes moraux est donc un leurre, de même que leur statut pré-réflexif. Avec l'immédiateté, l'universalité et la certitude sont également évacuées. Ne peut subsister qu'une certitude résiduelle, purement verbale. Une vérité immédiate aurait la garantie divine. Une vérité déduite, faute de cette garantie, ne peut être certaine à moins d'être comme les principes de Shrewsbury, banales et vides. Les définitions du bonheur et de la vertu sont, comme le remarquait déjà Aristote, des évidences purement verbales, tant qu'on n'énonce pas ce que l'on entend par bonheur ou par vertu. Locke conserve dans la suite de l'essai cette distinction entre l'a priori moral vide et l'a posteriori contraignant. Les maximes morales a priori sont des énoncés sans relation signifiante. Il faut choisir entre la certitude de l'immédiat vide et la richesse de sens de l'impératif déduit. L'un des objectifs de Locke sera constamment d'éviter la vacuité en assurant le lien entre un énoncé construit sur le mode mathématique et d'une part l'origine empirique des idées morales, d'autre part la motivation effective vécue par l'individu à travers le jugement de motivation notamment. À tout instant, l'entreprise linguistique est directement liée à l'élaboration morale. C'est dans la recherche d'une correspondance constante entre la sensation ou réflexion, l'idée, le nom et la proposition qui les énonce que se joue la validité du discours moral. Ainsi, le titre de chacune des deux œuvres est significatif. Quand Shrewsbury pense pouvoir faire un traité sur la vérité, il est intéressant de noter que dans la lettre à Mersenne du 16 octobre 1639, Descartes souligne qu'il y a de fort bonnes analyses métaphysiques dans le livre de Shrewsbury, mais regrette ceci. Il veut qu'on suive surtout l'instinct naturel duquel il tire toutes ces notions communes. Pour moi, je distingue deux sortes d'instincts. L'un est en nous en tant qu'homme et est purement intellectuel. C'est la lumière naturelle ou intuitus mentis, auquel seul je tiens qu'on doit se fier. L'autre est en nous en tant qu'animaux et a une certaine impulsion de la nature à la conservation de notre corps. Cette mise au point centre de la discussion sur ce que Locke ne peut accepter ni dans l'expression ambiguë de Shrewsbury, ni dans la formulation précise de Descartes. L'intuitus mentis est certes condition de certitude, mais elle n'est pas vision de vérité première. Elle n'est pas à elle seule lumière naturelle. Locke fait un essai de l'entendement. Shrewsbury n'aborde la question de la vérité que pour montrer que la question ne doit pas se poser, car la vérité s'impose alors que Locke tente à maintenir la question constamment ouverte pour que l'entendement éprouve sa propre activité, sa liberté dans l'œuvre qu'il accomplit. La garantie divine est agissante des deux côtés, mais chez l'un, elle fonde le point de départ, alors que chez l'autre, elle assure le processus. De Dieu qui est vérité et bien indissolublement uni, on passe au Dieu sujet souverain qui par décision libre authentifie l'entendement humain dans son labeur qui est la constitution des biens et des vrais. Dieu qui lie mon entendement à sa raison. Il n'y a pas intuition des vérités éternelles, mais constitution par l'entendement de l'énoncé dans sa forme logique ou linguistique.
à partir de sensations, d'abstractions, après quoi le même entendement a l'intuition de l'accord entre les idées grâce au raisonnement qu'il a mis en place. Du point de vue de l'essai, c'est-à-dire non du point de vue de la science, mais du point de vue de la critique préliminaire à la science, la morale se fonde sur l'entendement de chacun. L'objectivité doit surgir de l'individualité. Chacun doit éprouver pour lui-même ce passage du singulier à l'universel nécessaire. La contre-épreuve viendra de ce que personne ne puisse imaginer ou ressentir un autre cheminement que moi. À plusieurs reprises, Locke n'établit l'universalité du processus décrit que sur l'interpellation suivante. S'il en va autrement pour quelqu'un d'autre, qu'il le déclare. Quand il s'agit de la genèse subjective des idées, de la prise de conscience de la place et de la validité de l'examen individuel dans la constitution de l'universel, c'est mon entendement seul qui doit être examiné. Mais une fois définies les formes de certitude, une fois le niveau connaissance ou probabilité déterminée en chaque cas, dès que sont établis les rapports entre entendement individuel et raison, bref, dès que s'achève l'essai et que s'ouvre le champ à peine exploré par Locke et de la science, knowledge, la situation s'inverse. La validité de loi ne dépend plus de mon entendement. Quand il s'agit de science physique, si elle existe, quand il s'agit de montrer la supériorité de la loi divine, Locke prend la précaution de dire que la validité objective ne dépend pas de la prise de conscience. Locke nous intéresse actuellement parce qu'il tente justement cet enchaînement d'une description critique préliminaire et d'un exposé dogmatique, et qu'il échoue dans cette tâche. Son souhait de conjuguer l'origine subjective de la certitude, de l'aspect objectif de la rationalité entraîne Locke dans des difficultés que ses contemporains, tels Laudé, souligneront. Comment assurer la transition entre ces deux aspects sans faire intervenir comme Hume l'idée d'une nature humaine et la relativisation de la raison. C'est pour Locke le prix à payer si l'on ne veut pas, comme Cherbury, que l'objectivité s'impose immédiatement à travers l'identité de la raison, des choses et de l'intuition et de mon entendement. Les difficultés même que Locke rencontre auront l'avantage d'induire la recherche d'une conceptualisation de la question posée. Quelle est la place et la fonction de la critique préliminaire à la science ?